Je pense que nous essayons d'organiser un coup d'État. Nous essayons avec l'aide de la CIA, de mercenaires et d'agents, ainsi qu'avec des mécontents locaux. Environ 20% de la population opposée à Maduro tente, avec de l'aide, d'organiser un coup d'État. Madame Machado pourrait alors devenir la marionnette préférée à Caracas. Mais à quoi cela sert-il? En quoi cela nous aide-t-il? Avons-nous réellement un avantage stratégique? Je ne crois pas. Je pense que nous courons le risque de mobiliser des millions de personnes en Amérique latine contre nous. Combien de fois avons-nous tenté ce coup d'État? Cela a échoué à chaque fois. J'ai toujours craint que cela ne devienne un gouffre pour les ressources américaines, pas seulement militaires, alors que nous sommes presque en faillite. Voici le colonel Douglas McGregor, ancien conseiller du secrétaire à la Défense et l'un des meilleurs experts de l'armée américaine et de la politique étrangère dans le monde. En ce moment, les États-Unis s'approchent dangereusement de leur prochain grand conflit militaire. Regardez cette carte qui détaille les emplacements exacts des frappes militaires du gouvernement américain contre le Venezuela. Au moment de cet enregistrement, l'armée américaine a mené 26 frappes, tuant au moins 99 personnes. Mais voici le problème. Beaucoup des victimes sont des pêcheurs innocents pris au piège au milieu d'une escalade militaire violente des États-Unis. Alors que les États-Unis se préparent pour leur prochaine grande action, plus tôt cette semaine, Trump a envoyé ce message exposant exactement ce que le gouvernement américain prévoit de faire. Le Venezuela est encerclé par la plus grande armada de l'histoire de l'Amérique du Sud. Elle ne fera que croître et le choc sera inédit pour eux. Ils n'ont jamais vu cela. Aujourd'hui, je donne l'ordre d'un blocus total et complet de tous les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela. C'est intéressant car la classe dirigeante américaine considère sûrement que le contrôle du pétrole par le Venezuela équivaut à du vol. Écoutez Trump accuser le Venezuela de voler les États-Unis pour justifier le blocus. Nous n'allons laisser personne traverser cela. Personne ne devrait avoir à traverser ça. Vous vous souvenez, ils ont pris tous nos droits énergétiques, ils ont pris tout notre pétrole il n'y a pas si longtemps et nous le voulons de retour, mais ils l'ont pris illégalement maintenant. Comme on peut l'imaginer, cela a provoqué un tollé au Venezuela, où Maduro a aussitôt riposté à Trump par un discours enflammé et un avertissement aux États-Unis. Le gouvernement des États-Unis dit que les Vénézuéliens leur volent le pétrole, c'est-à-dire que le pétrole vénézuélien leur appartient, que les minéraux vénézuéliens, l'or et tous les minéraux leur appartiennent. Et ce que nous n'avions jamais entendu, que les terres du Venezuela leur appartiennent et que nous devons les leur rendre immédiatement. C'est une prétention qui belliciste et colonialiste et toute la richesse et faire du Venezuela sans aucun doute une colonie, c'est ça non? Non. Malgré tout, jamais dans l'histoire, le Venezuela n'a été une colonie. Benada, Venavier. Mais le soutien des autres pays d'Amérique latine est fort. Écoutez simplement le président du Mexique s'adresser à cette crise croissante et expliquer la position exacte du Mexique. La situation au Venezuela. Nous réitérons la position du Mexique, conforme à la Constitution, de non-intervention, de non-ingérence étrangère, d'autodétermination des peuples et de solution pacifique des différends. Nous appelons à ce que tout différend international soit résolu par le dialogue et la paix et non par l'intervention. C'est notre position. Par conviction. La dernière chose dont le monde a besoin, c'est d'un autre conflit militaire mené par le gouvernement des États-Unis. Aujourd'hui, je m'entretiens avec le colonel Douglas McGregor sur le Venezuela comme défi diplomatique résoluble et l'échec des sanctions américaines. Les actions du gouvernement des États-Unis sont déjà considérées comme un acte de guerre selon le droit international. Si vous voulez tout comprendre sur le conflit au Venezuela, cette interview est faite pour vous. Commençons bien. Colonel, voilà une transition idéale vers le prochain sujet, un conflit dont beaucoup parlent actuellement. Évidemment, c'est le Venezuela. Je veux qu'on se concentre sur ce pays maintenant, parce que cela devient très préoccupant, je pense, pour les États-Unis et certainement pour les Américains. Pour des citoyens comme nous, là, qui observent ce prochain conflit potentiel... Vous avez récemment déclaré sur X que le Venezuela est un défi diplomatique à résoudre, et non une guerre nécessaire ou abordable pour l'Amérique. Pourquoi, d'un point de vue militaire, le Venezuela est-il diplomatiquement viable? Et pourquoi une guerre serait-elle une grave erreur stratégique pour les États-Unis? Eh bien, prenons la première question. Rappelez-vous que M. Maduro a offert d'énormes parts au président Trump dans les industries du pétrole et du gaz, qui sont l'intérêt principal, mais pas le seul, au Venezuela. En d'autres termes,
Nous pourrions revenir dans le pays comme nous l'étions autrefois, avec nos compagnies pétrolières et notre expertise. Nous avons les meilleurs ingénieurs et la meilleure technologie pour le forage pétrolier profond, parfaitement adapté à ce domaine. De plus, le fait que la distance entre le Venezuela et les États-Unis, en ce qui concerne le transport du pétrole lourd à forte teneur en soufre qui doit être raffiné aux États-Unis, soit très courte. Nous avons construit il y a des années aux États-Unis des raffineries adaptées pour transformer le pétrole lourd du Venezuela en carburant. Donc, nous sommes là, prêts à agir, et cela pourrait être fait. Mais le président Trump y voit une chance d'exclure la Russie et la Chine de l'hémisphère occidental, en rendant leur présence au Venezuela impossible. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui va se passer. Tout d'abord, les Chinois ont déjà été là, et franchement, ils ont abandonné Chavez, et sont partis parce que Chavez n'a pas remboursé les prêts qu'il devait aux Chinois. Les Chinois. Et nous en avons déjà parlé. Ils ne pensent qu'aux affaires. Je veux dire, ils vous laissent beaucoup de marge de manœuvre, et ils iront très loin avec vous. Mais si vous faites défaut et dites que vous n'avez rien, ils partiront avec leurs affaires. L'intérêt des Russes pour le Venezuela est un peu différent parce qu'ils s'intéressent à plus que simplement le pétrole. Rappelez-vous, ils ont aussi ce lien lointain avec Cuba, et ils ont essayé d'aider le gouvernement cubain. Pas parce qu'ils sont communistes, mais à cause de cette relation de longue date qui s'est développée avec Cuba pendant de nombreuses décennies. Et donc, ils ont essayé d'aider à stabiliser le pays dans la mesure de leurs moyens, en retour de quoi ils ont été généreusement récompensés avec de l'or. Et l'or a été chargé par tonnes dans des avions et transporté directement à Moscou. Les Russes ont aussi déclaré « Nous fournirons tout ce que nous pouvons en défense aérienne, antimissiles, radars, armes de frappe, etc. » Je ne crois pas que les Russes ou les Chinois veuillent en faire la guerre contre nous pour le Venezuela. La vraie question est, militairement, que pouvons-nous faire avec le Venezuela? Peut-on le bombarder? Perdra-t-on des avions? C'est peut-être difficile à dire. Peut-on y débarquer des troupes? Oui, selon notre intervention et les circonstances. Je pense que nous essayons d'organiser un coup d'État. Nous essayons avec l'aide de la CIA, de mercenaires et d'agents, ainsi qu'avec des mécontents locaux. Des gens qui n'aiment pas Maduro. Environ 20% de la population avec leur aide. Essayer d'organiser un coup d'État qui pourrait ensuite installer Madame Machado comme marionnette préférée à Caracas. Suspendre tout à un si mince espoir semble vain. Combien de tentatives de coup d'État avons-nous déjà faites? Ça a échoué à répétition. Pourtant, les mêmes personnes comme Elliott Abrams, Marco Rubio et d'autres veulent toujours aller là-bas pour renverser le gouvernement. Maintenant, si cela fonctionne, alors les milliers de soldats stationnés à Porto Rico sont en réalité destinés à être une force de stabilisation, pour venir aider à stabiliser la société. Je ne sais pas comment ça va marcher. Bonne chance. Ils ne seront pas bien accueillis dans la société vénézuélienne, car la majorité de la population appréciera cela. Et bien sûr, nous avons assez de puissance de feu pour probablement raser Caracas si nous le voulions. À quoi cela sert-il? En quoi cela nous aide? Quel est notre avantage stratégique? Je ne crois pas qu'il y en ait. Je pense que nous courons le risque de mobiliser des millions et des millions de personnes en Amérique latine contre nous. Il y a des centaines de milliers de personnes en Colombie et au Brésil. Des groupes paramilitaires veulent traverser la frontière pour aider à nous combattre au Venezuela. En d'autres termes, j'ai toujours été préoccupé par le fait que cela devienne un gouffre sans fond pour les ressources américaines, pas seulement militaires. Mais, point final, à un moment où nous sommes au bord de la faillite. Pourquoi feriez-vous une telle chose? Eh bien, vous savez, je ne sais pas. Cela ressemble à un projet de vanité. Je pense que le président Trump s'est mis dans une impasse. Donc, la réponse à la deuxième question est que je ne vois aucun avantage stratégique pour nous. À long terme, ce sera désastreux. Beaucoup de désinformations circulent. Je conseille à tous de consulter le site de l'Agence de lutte contre la drogue et d'y lire les informations. Le Venezuela n'est pas un acteur clé du trafic de drogue. Leur part avoisine 4%, ce qui est négligeable aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que, oui, je suis d'accord avec le président. Ces migrants illégaux qui sont entrés aux États-Unis, beaucoup de ces gangs vénézuéliens, sont horribles et devraient être traités avec sévérité. Je suis d'accord, mais il faut rappeler que c'est Biden qui a suspendu l'état de droit, ouvert les frontières, mis la police et l'armée en retrait, et dit « entrez » par tous les moyens. Alors réglons ce problème chez nous. Vous savez, on ne va pas résoudre ce problème en détruisant le Venezuela. Oui, absolument, je ne pourrais pas être plus d'accord. Et colonel, vous avez soulevé un très bon point à propos des sanctions. Et je veux dire, vous savez, nous avons eu plusieurs séries de sanctions contre le Venezuela, plusieurs tentatives de coup d'État,
même des opérations de mercenaires, mais Maduro est toujours au pouvoir. En parallèle, le Venezuela s'est rapproché de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Quand admettra-t-on que les sanctions américaines et leur politique de changement de régime sont stratégiquement inefficaces? Je pense que nous avons de nombreuses preuves pour étayer cette affirmation. Le problème, c'est que cela ne semble pas importer aux gens à Washington, et c'est là que ça coince pour nous. C'est comme demander à un Américain moyen ce qu'il pense de l'OTAN. À Kansas City, il dira sûrement « C'est quoi l'OTAN ?» À Seattle, État de Washington, ils demanderont « Quel est le problème avec l'OTAN? Où est cette ville ?» En d'autres termes, beaucoup de choses se passent en l'absence de compréhension, parce que la plupart des Américains ne sont pas impliqués. Maintenant, nous avons un Congrès, qui est probablement, comme Lou Dobbs le disait, le meilleur gouvernement que l'argent puisse acheter. Et qu'est-ce qu'ils font à ce sujet? Où est l'invocation de la loi sur les pouvoirs de guerre? Elle est inexistante. Qui demande une déclaration de guerre? Tucker Carlson a annoncé aujourd'hui qu'un membre du Congrès lui avait dit que le président Trump s'adresserait à la nation ce soir. Nous allons faire la guerre au Venezuela. Or, seul le Congrès peut la déclarer. Le président doit en faire la demande. Eh bien, nous avons eu beaucoup de présidents qui ont contourné la loi, mais dans la plupart des cas, ils l'ont reconnue, déguisée, et ont essayé de s'en remettre. Il n'y a même pas le moindre intérêt pour la loi. Du tout. Avec Trump, il a affirmé « Je suis président, je peux tout faire ». Grâce à ses donateurs qui semblent que contrôler tout Washington. J'imagine qu'il le peut. Je pense que tu as soulevé un bon point, comme tu l'as mentionné plus tôt à propos des drogues, et nous avons vu que les États-Unis l'ont qualifié. Ils qualifient ces frappes sur des bateaux de pêche vénézuéliens d'opérations antidrogue. On doit stopper ces barons de la drogue. Comme tu l'as dit, les données montrent que le Venezuela est un acteur vraiment mineur, comme tu l'as souligné. Maintenant, nous avons encerclé le Venezuela avec des navires de guerre. Sais-tu si nous avons déjà franchi une étape, si c'est une preuve claire que nous avons en fait déjà commencé une guerre? Je veux dire, est-ce qu'on a dépassé le stade de l'application de la loi et est-ce que c'est déjà Trump qui déclare une guerre? Oui. Je pense que nous devons reconnaître que nous sommes effectivement en état de guerre avec le Venezuela. On ne peut pas annoncer un blocus d'un pays depuis la mer sans être en guerre. Selon le droit international, cela signifie un état de guerre. Je pense donc que c'est le cas, d'où ma question. Où est le Congrès? Le Congrès est absent. Il fuit ses responsabilités. Le Congrès n'agira pas tant qu'il n'aura pas vu de preuves de problèmes et d'échecs. Ensuite, ils sortiront tous de l'ombre et diront « Vous voyez, nous n'avons jamais vraiment soutenu cela. Le président a commis une terrible erreur. Nous pensons qu'il devrait être destitué. C'est là où nous en sommes. » C'est ridicule. Ils ont franchement le devoir de se lever, de se faire entendre sur cette question et d'y mettre fin. Mais je ne pense pas que cela arrive. Oui, absolument. Quelque chose d'autre se passe ici. Les gens doivent en être conscients. Quelqu'un a tenté de me convaincre récemment. Eh bien, les Iraniens ont des camps d'entraînement terroristes au Venezuela. Eh bien, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Les Iraniens sont amicaux avec le Venezuela. Eh bien, cela peut être vrai. Les Vénézuéliens s'y intéressent, car ils sont aussi une puissance pétrolière. Toutes les puissances pétrolières s'intéressent les unes aux autres, parce qu'elles font partie d'un marché plus vaste. Elles ont un impact énorme sur la planète. Mais nous devons comprendre cela maintenant. Monsieur Netanyahou a mentionné le Venezuela, et soudain, le Venezuela est maintenant considéré comme antisémite, parce qu'il a reconnu la légitimité des Palestiniens et de l'État qu'ils veulent construire. Cela fait d'eux des antisémites. Donc, ils méritent tout de mourir. Vous avez donc ici un certain nombre de forces convergentes. De nombreux milliardaires sont prêts à tout pour faire tomber ceux qui ne soutiennent pas immédiatement et sans condition Israël. C'est le contexte de cette affaire, ce qui n'aide évidemment pas non plus. Oui, je veux dire, c'est compliqué avec Netanyahou, surtout après l'attentat terroriste en Australie, tu vois. Netanyahou est sorti et a spécifiquement dit « Oh, regardez, l'Australie a adopté un discours antisémite. » Tu sais, simplement parce qu'il voulait reconnaître l'État de Palestine. Maintenant, Netanyahou dit « Voilà ce qui arrive quand on fait ça. » C'est donc une utilisation malheureuse d'une tragédie pour ensuite soutenir son agenda. Ce n'est pas surprenant de la part de Netanyahou, je veux dire. On a déjà vu ce genre de comportement chez lui, mais... Si le président Netanyahou se souciait vraiment autant qu'il le prétend des Juifs en Australie, il rencontrerait en privé le Premier ministre ou un haut représentant et dirait « C'est horrible. Nous voulons vous aider à faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. »
Dites-nous comment nous pouvons vous aider à éviter que cela ne se reproduise. Vous ne faites pas tout pour vous aliéner le gouvernement et le peuple australien en affirmant être antisémite. C'est vraiment n'importe quoi, vous savez ? Donc la seule chose qu'il ait faite, et j'observe cela depuis des mois, c'est que cet homme a cultivé l'antisémitisme à une échelle que je ne pense pas avoir vue depuis 100 ans. C'est insensé. Il rend la situation pire que jamais auparavant, à mon avis. Et on pourrait penser que quelqu'un irait le voir pour lui dire « Écoute, tu as peut-être de bonnes intentions, mais ça ne fonctionne pas. Ça va empirer les choses. » Oh, je ne pourrais pas être plus d'accord avec ça. Et, colonel, j'aimerais parler un peu du Venezuela, parce que je pense vraiment que, vous savez, disons simplement que nous avançons avec une intervention militaire ou peut-être une opération de coup d'État, quelque chose qui accentue encore plus cela. Je trouve que les États-Unis sont très sollicités en ce moment, non? Nous sommes évidemment encore en train de gérer l'Ukraine. Nous envisageons aussi, vous savez, si nous décidons d'intervenir au Venezuela. Et officiellement, je veux dire, je sais que vous avez dit que nous sommes pratiquement en guerre en ce moment parce que nous les avons bloqués en mer. Mais si nous continuons à avancer, je pense que cela va être beaucoup plus complexe que la Libye ou l'Irak, où, vous savez, nous avons pu le faire efficacement. Le Venezuela est, selon moi, bien plus complexe qu'un simple gouvernement issu d'un coup d'État. Cela va-t-il encore plus étirer l'armée américaine et provoquer d'autres problèmes avec des conflits mondiaux? Absolument. Et non seulement nous allons nous aliéner une grande partie des États dans le monde dont d'habitude nous ne nous soucions pas, malheureusement. Nous allons rendre les choses, la vie pour nous, misérables. Vous ne pouvez pas envoyer des milliers de soldats américains sur le terrain, dans un pays comme celui-là, et vous attendre à ce qu'ils y aillent, le stabilisent et le fassent fonctionner. Tout d'abord, il vous faudrait des centaines de milliers de soldats pour cela. Nous n'en avons que 15, 16, 17 000 à envoyer. La bonne nouvelle, c'est que nous avons beaucoup de gens qui parlent espagnol, c'est utile, mais même dans les meilleures circonstances. Gérer tous les problèmes sur le terrain dans ce pays, entre les différentes entités et acteurs politiques, les différentes classes, la pauvreté abjecte. Nous allons aggraver cela. Parce qu'inévitablement, si nous intervenons là-bas et que nous assumons une quelconque responsabilité, nous allons devoir importer d'énormes quantités de nourriture et de soutien médical. L'endroit n'est pas en très bon état. Donc encore une fois, il faut toujours se demander s'il y a un moyen de faire cela en travaillant avec le gouvernement en place. Que cela vous plaise ou non, faut-il vraiment attaquer cet endroit, détruire le gouvernement et en assumer la responsabilité? Je préfère la première option. Même si vous n'aimez pas Maduro et son régime, vous savez que nous avons tendance à diaboliser tous ceux qui nous entourent. Eh bien, cet homme, Juan Guaido, il continue de parcourir le pays et de s'exprimer. Madame Machado a fait la même chose. Ils n'ont pas été arrêtés, emprisonnés ou fusillés. En d'autres termes, nous appelons ce régime un régime communiste. Nous l'accusons d'avoir des attributs totalitaires ou autres. Est-ce si grave? Je veux dire, je ne dis pas que c'est bien, mais est-ce que c'est si grave qu'on doive absolument opérer avec l'armée américaine parce qu'on sait ce que ce genre d'opération implique? Ce n'est pas précis, ça ne l'est jamais, ça ne peut pas l'être. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment de soutien fort à l'intérieur des États-Unis pour ça. Tout cela est très superficiel. Quelque chose tourne mal. Et que se passe-t-il, tu sais? Je cite souvent l'exemple de l'envoi des Marines au Liban en 80-82 sous Reagan. Tout cela s'est fait sans consultation. Crois-le ou non. Cap Weinberger, alors secrétaire à la Défense. George Shultz a suggéré au président Reagan de le faire, ce qui a conduit à cet événement. Nous avons une obligation morale, d'aller au Liban. Nous devons faire cela pour aider les gens là-bas. C'est aussi crucial pour la stabilité des Israéliens. Toutes ces bêtises, alors que s'est-il passé? Cap Weinberger ne voulait pas s'en mêler. Il l'a dit à Ronald Reagan. Laisse tomber, on ne changera rien, c'est impossible. Restez en dehors, mais nous sommes intervenus. Nous avons eu quoi? 340 marines tuées en un instant à cause d'une bombe. Et quelle a été la réaction? Je peux vous dire ce que Reagan a dit. Après cela, il a dit à Cap Weinberger qu'il avait eu raison et lui tort. Nous retirons nos hommes maintenant et nous partons. Rappelez-vous, il y avait beaucoup de discours. Nous traquerons et punirons les responsables. Mais cela a révélé que nous n'avions rien à faire là-bas. Alors ma question est, que se passe-t-il si un événement avec de nombreuses victimes survient au Venezuela? Que se passe-t-il si des marines arrivant en hélicoptère à l'aéroport international sont abattus en vol? Que se passe-t-il si vous déployez des milliers de soldats, les déplacez dans le pays et avez 200 ou 300 morts? Si cela arrive, le peuple américain se réveille et quelqu'un demande « Que faire ?» J'ai remarqué cela récemment, Cyrus. Toi aussi sûrement.
2 membres de la garde nationale ont été tués en Syrie. Tout le monde a alors demandé « Que font-ils là-bas » Je peux te dire ce qu'ils font là-bas. En 2020, au nom du président Trump, j'ai tenté de nous faire sortir, mais on m'a dit qu'ils devaient rester pour Israël, pas pour nous. La garde fait désormais partie du problème, car la garde nationale de l'armée participe volontiers, se considérant en concurrence avec l'armée régulière. En coulisses, la garde nationale se moque de l'armée, veut la remplacer et dit coûter moins cher. Nous sommes des soldats citoyens. Un désastre. Ces gens n'avaient rien à faire là. Les habitants de l'Iowa veulent des réponses. C'est pour 2. Prenons ce chiffre, multiplions-le et faisons-en 200, et je pense que c'est là où nous allons, potentiellement au Venezuela. Oui, et je pense que tu as tout à fait raison sur le fait que les citoyens américains ne veulent certainement pas d'un autre conflit. Je pense que toi, Donald Trump fait campagne en tant que président de la paix, et je pense que ce serait un désastre absolu pour lui s'il continuait dans cette direction. Bien sûr, nous devrons surveiller cela car la situation évolue chaque jour vers plus de complexité. Mais, colonel, je voudrais poser en quelque sorte la dernière question ici. Je crois que vous et moi discutions un peu avant le début de l'émission, un peu à propos de la Chine, et nous en parlions, bien sûr. Un grand discours à Washington, par exemple, c'est que, vous savez, nous devons nous occuper de la Russie et du Venezuela parce qu'ils sont associés à la Chine. Nous nous préparons au prochain conflit, ce sera avec la Chine. Partagez vos réflexions sur la Chine et leur lien avec la politique étrangère américaine. Et je sais que beaucoup de gens pensent que la Chine veut déclencher une guerre avec les États-Unis. Faites-nous part de votre réponse à ce sujet. Eh bien, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il semble que les Américains soient soumis à l'un de 2 discours. Le premier discours vient de quelqu'un comme Gordon Chang ou Peter Zeihan. « Oh, la Chine est sur le point de s'effondrer, elle va s'écrouler, la fin de la Chine est proche, d'accord, c'est n'importe quoi. » Oubliez ça, laissez tomber, la Chine ne va pas s'effondrer. Deuxièmement, la Chine s'arme jusqu'aux dents. Elle deviendra la première puissance militaire du monde, ayant déjà dépassé les États-Unis économiquement. Elle veut dominer l'Asie, elle veut dominer le monde. D'accord, c'est faux. La Chine va-t-elle nous dépasser économiquement ? Eh bien, en termes de pouvoir d'achat du yuan, elle l'a déjà fait. Est-ce une menace pour nous ? Je ne le pense pas. La plupart des problèmes financiers que nous avons ont été créés ici, aux États-Unis, pas en Chine. Donc j'écarterai cela d'emblée. Les Chinois veulent-ils remplacer notre monnaie de réserve par le yuan ? Je peux vous dire, absolument pas. En réalité, ils voudraient que nous restions la monnaie de réserve. Le problème, c'est que cela n'arrivera pas, car comme le dit Nassim Taleb, l'or est aujourd'hui la véritable monnaie de réserve. Les Chinois, comme les Russes, les Indiens et d'autres, en achètent autant que possible car ils voient la direction de cette économie, aux États-Unis. Nous sommes en train de sombrer, et je ne vois pas le président Trump arrêter cela de sitôt. Mais l'idée que la Chine cherche à devenir une puissance militaire mondiale est absurde. Il n'y a aucune preuve de cela. Ces personnes ne connaissent rien aux Chinois, n'ont jamais été en Chine et ignorent leur histoire et culture. Et ils assimilent en quelque sorte la Chine d'aujourd'hui à la montée en puissance du Japon impérial. Ils pensent suivre la même voie et agir comme les Japonais. Mais si vous connaissez un peu les Chinois et discutez avec eux, je peux vous dire autre chose. Franchement, ils ont aujourd'hui plus peur du Japon que de nous. Et la seule façon de comprendre cela, c'est de savoir ce qui leur est arrivé sous les Japonais entre 1937 et 1945. Les Japonais ne sont pas stupides. Ils n'iront pas en guerre contre le Japon. Le Premier ministre au Japon a fait quelques remarques stupides. Et cette femme a été remise à sa place et rappelée à l'ordre. Les Japonais ont maintenant ce qu'ils ont toujours voulu de la Chine, c'est-à-dire l'accès au marché chinois. Les Coréens ne sont pas intéressés par une guerre avec la Chine. Mais ils ont mené 72 guerres contre les Chinois. Et ils en ont perdu 2. Que cela vous apprend-il sur les Coréens et les Japonais par rapport aux Chinois ? Les Chinois ne sont pas une population militarisée, ce ne sont pas un peuple militariste, et la culture ne le soutient pas. Ce n'est pas ce qu'ils vénèrent. Si vous voulez reprocher quelque chose aux Chinois, reprochez-leur de vénérer la richesse matérielle. Vous savez, ils considèrent quelqu'un comme Donald Trump comme un génie parce qu'il est riche. C'est un défaut de la culture chinoise, mais ne les présentez pas comme un ennemi militaire dangereux. Rien ne le prouve. Et si j'étais chinois, compte tenu de mon histoire passée avec les Japonais, et si vous regardez Taïwan, c'est le porte-avions insubmersible des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne veulent ni de nous, ni de nos missiles à Taïwan, ni que Taïwan déclare son indépendance, avec la possibilité que Taïwan invite une puissance militaire étrangère dans le pays. Donc pour les Chinois, Taïwan est une question très existentielle.
Nous devrions le respecter, tout comme nous aurions dû respecter dès le début que ce qui se passe en Ukraine est existentiel pour la Russie. Nous devons revenir à la réalité et arrêter de croire que nous avons soit le droit, soit l'intérêt d'aller partout dans le monde imposer notre volonté. Et maintenant, nous arrivons au Venezuela, et la vraie question est, qu'est-ce que nous pourrions bien en retirer? Et je ne vois rien en sortir. Et nous oublions qu'en interne, les Chinois ont des problèmes. Cela ne veut pas dire qu'ils vont s'effondrer, mais ils doivent y faire face. Ils ont actuellement un problème avec la main-d'œuvre. Ils veulent garder les gens employés, et la demande pour les produits diminue. Ils ont un grand déséquilibre commercial, surtout en Europe, et cherchent comment y remédier. Ils souhaitent de bonnes relations avec leurs clients et consommateurs, c'est leur priorité. Malheureusement, nous avons tendance à tout interpréter négativement. À Washington, cela justifie, selon eux, le budget de la défense de 1000 milliards de dollars, que je pense toujours hors de notre portée. Oui, colonel, j'apprécie toujours nos discussions et j'aime toujours les idées que vous partagez. Et je tiens à vous remercier énormément d'être revenu dans l'émission et de nous avoir apporté ces connaissances en nous donnant une bonne dose de réalité dont nous avons vraiment besoin. J'espère que ces vidéos et interviews aideront à éduquer nos concitoyens et le monde. Beaucoup de gens voient les choses différemment des politiciens et des médias. Nous devons trouver comment coexister et collaborer. Cyrus Janssen, excellent travail, continuez ainsi. Parce qu'à l'intérieur du Beltway, les gens qui parlent comme moi sont considérés comme fous. Autrement dit, tout ce que je dis dans ce sens est aussitôt rejeté. Je ne comprends tout simplement pas, mais je suis allé en Asie du Nord-Est et j'ai pris le temps, fait l'effort et pris la peine de comprendre. Les gens qui vivent là-bas, ce que nous croyons et ce qui se passe réellement sur le terrain sont très différents. Je ne sais pas comment avoir des médias qui disent que la vérité, car nous n'avons que des récits, pas de vérité. Heureusement, là, les gens se tournent vers YouTube et vers le journalisme citoyen. Et votre voix crédible dans notre émission aide vraiment à sensibiliser davantage de personnes dans le monde. Colonel, merci encore pour votre temps aujourd'hui. Je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, d'excellentes fêtes et me réjouis de continuer nos échanges en 2026. Joyeuses fêtes à tous et merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir. Nous continuerons à suivre cette histoire en vous fournissant les dernières mises à jour et analyses sur ce conflit et d'autres questions géopolitiques mondiales. Comme toujours, je tiens à vous remercier tous pour votre incroyable soutien et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.